Monsieur Quadio, Oui. allez-y, hein. Il y a des soucis techniques là, désolé. D'accord. Alors, Désolé. non, non, pas de souci. Désolé, chers participants. Alors, pour faire comme les anglophones le disent, le sum up, tout à l'heure, nous avons dit que la persuasion, c'est l'action de persuader, emmener quelqu'un à adhérer à notre idée, à adhérer à notre concept, développer de l'empathie, n'est-ce pas, autour de ce que nous sommes en train de proposer. Le management, c'est l'action de diriger, de conduire, d'orchestrer. Et quand nous allions les deux, nous voulons développer un management persuasif. Tablons maintenant sur, monsieur Ngouran, vous avez la diapo 10, vous pouvez, vous avez la possibilité de partager, c'est bon? Le collègue de la forme est en train de reprendre le processus de partage. Donc, voilà, on peut continuer en attendant, il n'y a pas de problème. Alors, parlons des qualités du manager persuasif. Qu'est-ce qu'un manager persuasif? Un manager persuasif, c'est ce manager-là qui a du charisme. Il a du charisme. Le charisme, il a une force qui ne dit pas son nom parce que le charisme allie la personnalité de la personne, ce qu'elle dégage, son style, sa façon d'énoncer les phrases, sa façon de déployer sa stratégie, sa façon de marcher, sa façon de faire sa communication gestuelle, sa façon de se présenter devant les gens. En tout cas, tout ce que cette personne-là dégage se fonde dans le mot que nous appelons le monème, le charisme. Donc, les qualités de ce manager persuasif, c'est que ce manager est charismatique. Il dégage une force et il a la capacité d'influencer. Il influence par ses idées, il influence par ses prises de décision, il influence par son caractère fini, il influence par sa capacité de réaction qui est rapide, il influence également par la finesse, n'est-ce pas? Par la finesse de ses idées, il influence par son innovation, il influence par sa force de caractère et il influence par sa capacité à écouter. Donc, tout ça, on le met dans le panier du charisme. Donc, quand cette personne-là, on dit Monsieur Kofi, Madame Seri, Monsieur Daouda, tout de suite, ça nous renvoie, le référentiel, comme on le dit en sémiologie, ça nous renvoie à une image. Quand on dit lion, on voit le roi de la forêt. Quand on entend guépard, c'est l'animal le plus rapide. Quand on entend tortue, elle est lente, mais elle dure sur en tout. C'est un référentiel. Donc, quand on dit le nom de X ou Y manager ou bien telle ou telle entreprise, ah oui, c'est cette entreprise-là qui a développé l'innovation dans le domaine agricole, dans le domaine tertiaire, dans le domaine du textile, ainsi de suite. Donc, c'est ça, cette force qui est dégagée par cette personne. Alors, le manager persuasif également a une capacité à convaincre et à guider. On convainc et on guide par la suite. Si vous n'avez pas convaincu, on ne peut pas vous suivre. Il faut convaincre, même au sein de sa propre structure, au sein de votre propre équipe, parce qu'il ne faut pas créer, il ne faut pas qu'il y ait de l'implosion. Si vos propres contemporains, ceux qui vous écoutent tous les jours, ne peuvent pas croire en vous, ce serait difficile qu'au-delà de vos murs, au-delà du lieu où vous réfléchissez, vous déployez, vous partagez votre conviction, on puisse vous croire. Donc, d'abord, les premières personnes à pouvoir convaincre, je dirais la première personne à pouvoir convaincre d'abord, c'est vous. Vous devez vous convaincre que vous pouvez déjà y arriver. Comme on le dit, les grandes choses commencent par les petits pas. Vous arrivez à vous convaincre vous-même, vous allez convaincre maintenant ceux qui sont alliés à vous, ceux qui travaillent avec vous du jour au lendemain. Quand vous avez un collaborateur qui ne comprend pas bien votre vision, il sera ennemi de cette vision. Même s'il ne vous le fait pas savoir tout de suite, après vous allez connaître ce qu'on appelle les conflits au sein de l'entreprise. Donc, le manager persuasif arrive d'abord à convaincre. Prends le temps pour faire passer son message et s'assure et évalue le niveau de compréhension de ses collaborateurs. Parce que souvent, on se dit, bon, le message est passé. C'est pourquoi très souvent, je le dis, il faut faire toujours l'inventaire du niveau d'écoute des uns et des autres. Ceux avec qui vous avez l'habitude de travailler,
ce niveau de conviction que vous communiquez aux uns et des autres élève votre niveau également de persuasion. Donc, ce manager persuasif, c'est ce manager-là qui est convaincant et qui guide. Ils sont convaincus, ils vous suivent. Il s'est développé également, autre point, c'est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle. Alors, vous êtes sûr, allons sur, comment on appelle, M. Ngoura, sur la diapositive des qualités du manager persuasif. Alors, il sait jouer, il sait développer l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, il sait la déployer, il sait à quel moment jouer sur tel ou tel sentiment pour pouvoir atteindre ses objectifs. Il a de l'empathie. Il a de l'empathie. De l'empathie, c'est également, quand on parle d'empathie, c'est considérer la dimension, je dirais, sociale, la dimension émotionnelle des uns et des autres. C'est se fondre à cette dimension un peu émotionnelle de partage, d'être sociable, de partage de ce que l'un ou l'autre vit. Ça, c'est ce type de manager-là est véritablement persuasif. Autre qualité du manager persuasif, c'est l'écoute active. L'écoute active. On peut écouter, mais est-ce qu'on écoute bien? L'écoute active. Il faut avoir le sens de l'écoute. Parce que quand vous avez le sens de l'écoute, vous donnez de la considération également à l'interlocuteur qui est en face de vous. Alors, selon John Daly, comme je le disais tout à l'heure, de l'Université du Texas, il nous dit que les persuadés efficaces font ceci. Les persuadés efficaces communiquent efficacement de la manière mémorable. La manière mémorable. C'est-à-dire que quand on communique de façon mémorable, ça suppose que votre communication ou ce que vous avez dit à un décideur ou à un banquier ou à un prospect ou à qui que ce soit, ce que vous avez communiqué comme information reste gravé dans la mémoire de ce tiers. Donc, les persuadeurs communiquent efficacement et de façon mémorable. Ils communiquent efficacement et de façon mémorable. Ils établissent la crédibilité et suscitent des affinités. Alors, les persuadeurs établissent la crédibilité et suscitent les affinités. Ils nouent les relations qui font prospérer les idées. Une idée ne se développe pas seule. Une idée se développe avec ses contemporains, avec ses siens. On atteint ses objectifs avec les uns et les autres. Donc, les persuadeurs arrivent d'abord à se convaincre eux-mêmes que cette idée-là peut atteindre ses objectifs, mais par la suite, ils nouent des relations pour faire prospérer cette idée. Je vais lancer un produit, mais j'ai une compétence dans le domaine, dans ma chaîne de résolution, dans ma chaîne de production, mais je peux me faire les services de X ou bien Y entreprise ou bien X ou Y partenaire à l'effet d'atteindre mes objectifs ou de mieux faire passer mes idées. Donc, il noue des relations qui vont prospérer. Parce que quand vous nouez des relations, ça vous permet de gagner en temps et puis également, ça développe toute une synergie de compétences. On parle aujourd'hui de synergie de compétences. On ne se met pas en autarcie dans le développement de ce que nous sommes en train de faire. Celui qui est persuasif ou le manager persuadeur arrive à communiquer ses idées, les fait accepter et développe une synergie. Il dépense moins en temps, en argent, en espace et également il développe tout un type de partenariat autour de ce qu'il développe. Alors, les persuadés efficaces prévendent leurs idées. Alors, qu'est-ce que c'est que la prévente d'une idée? La prévente d'une idée implique la notion de lobbying. C'est-à-dire que vous avez une projection à faire tel ou tel jour, vous avez peut-être une semaine pour présenter un produit à un partenaire, à l'effet de développer un partenariat. Vous devez identifier la personne focale, c'est-à-dire que qui est le décideur de cette structure. Parfois, on a des structures, mais en dehors du décideur, il y a quelqu'un qui influence aussi les décisions du décideur parce qu'il ne prend pas peut-être le N-1, il discute avec cette personne à l'effet de prendre une décision. Donc, les persuadeurs prévendent leurs idées avant une présentation officielle. Donc, ils jouent sur tout ce qu'il y a comme élément satellitaire autour de la galaxie qui est
monsieur décideur qui va prendre la dernière, au risque de me répéter, la décision finale à l'effet de souscrire à X ou Y produit, ou bien à tel directeur de banque, à tel, comment on appelle, partenaire avec qui vous voulez développer une franchise. Très souvent, on se dit, bon, j'ai le numéro du DG. Hein. Or, c'est avec le directeur commercial, le technicien, le directeur commercial que vous devez négocier avant de pouvoir voir le DG. Si vous procédez par pyramide inversée, après, les gens se sentent frustrés. Donc, le manager persuasif connaît qui a de l'influence sur les décisions de celui-là qui a le dernier mot. Donc, ils influencent également les autres. La persuasion fait appel à la communication, fait appel à la capacité cognitive, elle fait appel à la discussion, elle fait appel également à du lobbying. Quels sont les leviers de la persuasion? Alors, selon un grand psychologue qui a fait 15 ans en étudiant la psychologie comportementale des uns et des autres, qui s'appelle Cialdini Roberts, il a mis en place une théorie qu'on appelle les 6 techniques. Ce sont les 6 techniques de Cialdini Roberts. Il dit que dans la notion de la persuasion, il y a 6 éléments très importants qu'il faut prendre en compte. Alors, pour développer, c'est ce qu'on appelle les leviers de la persuasion. Alors, le premier levier de la persuasion s'appuie sur, et les persuadeurs savent jouer là-dessus, ils s'appuient sur la réciprocité. Le premier levier de la persuasion, c'est la réciprocité. Qu'est-ce que la réciprocité en activité de persuasion? La réciprocité appelle à, j'ai donné un gadget à, j'ai donné un gadget à un prospect, ou j'ai fait un petit cadeau à telle ou telle personne, j'ai rendu service à telle entreprise ou à tel partenaire. Dans le subconscient de la personne, elle se dit tout de suite qu'elle doit vous renvoyer l'appareil. Elle doit vous renvoyer, elle doit vous renvoyer l'ascenseur, comme on le dit. Donc, il y a un élément, un feeling de réciprocité entre vous et cette personne qui a bénéficié de votre service. Alors, dans le processus de la persuasion, le persuadeur doit développer ce levier de la réciprocité. On ne donne que ce qu'on a, on ne donne que ce qu'on a, et puis on nous renvoie ce qu'on a donné, en fait. Donc, dans la persuasion, il faut avoir une partie de vous que vous partagez. C'est-à-dire, dans votre déroulement en tant que manager, nous tirons vers la fin de l'année, vous avez vos meilleurs clients, les clients avec qui vous avez travaillé, les cadeaux d'entreprise, ainsi de suite. Vous marquez psychologiquement, en sémiologie, c'est ça, quand on fait la publicité, on parle de la psychologie de l'image, le message sémiologique de l'image. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai rendu un service à X ou Y personne, je me dis que la personne se dit que directement, elle a une dette envers moi. Donc, il y a la réciprocité qui, de façon ou d'une autre, intervient dans la notion de la persuasion. Donc, premier levier, c'est la réciprocité. Vous ne pouvez pas être un bon persuadeur si vous ne développez pas votre capacité à pouvoir donner pour recevoir par la suite. On donne sans chercher à recevoir tout de suite. Ne mettez pas le feedback de ce que vous avez posé dans un timing. Allez jeter votre grain à la surface des eaux, comme le dit, et puis avec le temps, vous allez le retrouver. C'est tout ça. C'est une sémence. Alors, il y a la réciprocité. Après, c'est le manque. Alors, le second levier de la persuasion, c'est le manque. Alors, il faut créer. Quand il n'y a pas de besoin, il faut créer. Il faut créer le besoin vis-à-vis de votre prospect, du décideur. Il peut certainement développer un chiffre d'affaires important. Il se dit que, bon, écoutez, moi, je m'en sors bien, je connais une croissance phénoménale, je n'ai plus besoin de quoi que ce soit et tout ça. Alors, vous êtes une start-up, vous êtes une entreprise, vous êtes un manager, vous êtes en train de développer un nouveau concept. C'est là que vous présentez à celui qui est en face de vous pour lui dire, écoutez, moi, le concept que je déploie tout de suite là, si je le présente à un tiers, à un concurrent, imaginez comment est-ce qu'on aura une réorientation du marché vers ce concurrent. Donc, tout de suite, vous venez de montrer, vous venez de dire à ce grand-là qu'il est un grand au pied d'agir. Moi, j'ai la possibilité, à mon même niveau, de développer quelque chose qui va vous apporter de la valeur ajoutée et vous maintenir à votre position. Une chose est d'arriver vers le haut, toute autre chose est de se maintenir. Donc, créer le manque. Alors, les persuadeurs, le troisième point, c'est l'autorité. Alors, l'autorité, quelqu'un parlait tout à l'heure de domination.
c'est une forme de domination qui est subtile. C'est-à-dire que je me mets au niveau de celui qui est en face de moi. Nous sommes au rendez-vous du donner et du recevoir. Je ne viens pas parce que je suis je suis la risée de tout le monde. Je ne discute pas avec vous parce que je suis carrément dans le monde. Je ne discute pas avec vous parce que comme on le dit, sans vous, je ne suis rien carrément. Non, non, non. On doit se mettre sur une ligne de partage, c'est-à-dire du donner et du recevoir. Donc, il y a un sentiment d'autorité subtile qui met, n'est-ce pas, le persuadeur au même niveau que l'interlocuteur. Alors, les bons persuadeurs savent subtilement utiliser leur autorité. Le quatrième point, c'est la cohérence. La cohérence, c'est la technologie, c'est la technique de la psychologie. Il faut être cohérent sur, vous avez dit une chose hier, si demain on vous rencontre, il faut qu'on se rende compte que c'est la même personne qui nous a parlé de la même chose, soit la chose elle se bonifie, mais elle ne dégringole pas. Voilà, vous bonifiez avec le temps. Le cinquième point, c'est l'affection comme persuasion mentale. Alors, dans les entreprises, souvent quand on gagne un marché ou il y a une très bonne nouvelle dans les grandes entreprises, soit vous avez un rite au sein de la boîte, vous sonnez la cloche, ou bien il y a une sirène, vous dites, bon, il y a un nouveau marché, on a un nouveau client, ou on a ceci, ou on a cela. Alors, c'est l'affection comme persuasion mentale. Souvent, vous êtes au sein d'une entreprise, vous êtes manager, intéressez-vous souvent, entre griffes, à la vie de famille, de vos collaborateurs, de ceux avec qui vous échangez, ainsi de suite. Même au-delà de la vie de famille, c'est ce que vous dites à la personne, est-ce que vous allez bien, est-ce que, ça c'est l'affection comme persuasion. C'est-à-dire la personne se dit qu'au-delà des chiffres, des lettres, des coupes, des graphiques, ainsi de suite, cette personne a une dimension humaine. Et cette dimension humaine-là, c'est une force de persuasion qu'il faut développer. Et par la suite, le sixième levier, c'est le consensus. Il faut que le persuadeur s'accorde avec celui qui est en face de lui pour dire, nous pensons presque la même chose, nous avons défini le même segment de problème et nous voulons apporter des solutions qui aillent dans le cadre de l'évolution des uns et des autres. On me suit. Allô? Le troisième point, c'est acquérir les aptitudes à bien. On me suit? Les aptitudes. Je crois que vous avez voulu dire quelque chose. Oui. Je vous écoute. Oui. Je peux continuer? Oui, allez-y, continuez. D'accord. Je vais juste prendre peut-être 7-8 minutes et puis je vais finir là, rapidement. Je vais aller très rapidement. Alors, les aptitudes à bien négocier. Alors, nous rentrons dans les topos et techniques. Alors, je parlais tout à l'heure des aptitudes à bien négocier. Alors, les premiers points que nous allons développer en termes d'aptitudes à bien négocier, ce sont les codes et les sentiments. Nous sommes revenus largement là-dessus. C'est apprenez à maîtriser vos propres émotions vous-même. Maîtrisez vos émotions. Détectez les points sensibles de votre interlocuteur. Vous êtes à une présentation, l'interlocuteur développe une force émotionnelle vis-à-vis de la protection de l'enfance, par exemple, ou c'est quelqu'un qui respecte les égalités de chance. Et quand vous arrivez là, vous avez fait votre petite recherche et tout ça, c'est ce qu'on a l'habitude de faire très souvent quand on présente des projets. Mais qui vous a passé les informations et tout ça? Celui qui détient l'information a le pouvoir. Et ce sont les rapports de force qui guident les choix. Dans le monde, on le sait, ce sont les rapports de force qui guident les choix. Et qui détient l'information a le pouvoir. Donc, vous devez aller à l'information. Le persuadeur cherche à être en phase avec l'interlocuteur, celui qui est en face de lui. Plus l'interlocuteur sait que sans que vous avez maîtrisé son sujet, vous êtes sur les détails de ce qu'il développe dans son entreprise, dans son activité. Il s'est dit, ben, dit-on, mais il s'intéresse tellement à nous que véritablement, il faut qu'on fasse chemin avec lui. Donc, s'il est dans les questions égalitaires, c'est là que vous allez lui dire que, bon, écoutez, vous êtes venu avec une assistante, peut-être que vous êtes au nombre de 4, mais il y a 2 hommes, il y a 2 hommes, il y a 2 femmes. Il est tout de suite impressionné
Parce que vous êtes pour le E4C, comme le disent les Nations Unies, ONU Femmes, c'est-à-dire les hommes pour les femmes, développent les questions d'égalité. Ah, il est très impressionné, ça touche à ses émotions. Quand il regarde dans la présentation diapositive, il voit les enfants qui sont heureux et ainsi de suite du pays. Parce qu'il est, au-delà de son travail, il travaille sur les questions de protection de l'enfance et tout ça. Donc, il faut maîtriser les points sensibles de votre interlocuteur. Attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce axe de la communication émotionnelle doit être bien connu. Si vous jouez sur ce axe-là et que l'interlocuteur venait de connaître peut-être comment on appelle ça, une aventure triste à ce niveau-là, vous allez avoir l'effet boomerang. Mais ça, c'est le joker qu'on utilise véritablement à la fin de tout ce que nous sommes en train de faire. Votre connaissance des codes, communication non verbale et codes sociaux brise les barrières entre vous et le décideur et vous fait une économie du discours, un sentiment d'appartenance. Les codes et les sentiments. Les codes font appel à notre posture, à notre personnalité, à notre position vis-à-vis de notre interlocuteur. Ce sont des codes. Moi, j'ai échangé paix à son âme avec le professeur Aliou Mané, que vous connaissez très bien, c'est l'un de mes mentors, le président de l'Université Atlantique, paix à son âme, et qui, un jour, il nous rencontre au toit d'Abidjan, qui me disait, écoute, tu sais, quand nous invitons des gens, nous qui avons fait des hautes études, on maîtrise la communication gestuelle et tout ça, la façon pour la personne qui d'attraper la fourchette, la cuillère, les couverts, ainsi de suite, tout de suite, on peut détecter à qui est-ce qu'on a affaire, la façon dont il coupe la viande, il prend le poisson, il attrape la coupe, ainsi de suite. Ça révèle le type de personnalité à qui on a affaire. Il présente son buste, et comment il a le feeling à la table et tout ça. Ce sont des choses qu'on doit apprendre. Il y a les tutos sur lesquels il faut aller parce que vous êtes des grands managers, vous êtes déjà appelés à des grandes rencontres, mais sachez que les gens font attention à beaucoup de choses. Donc ça, ce sont des codes. Ce sont des codes que les gens maîtrisent. Et j'ai un ami qui travaille dans un palais dans la sous-région et qui, une fois, on était à un restaurant, il me dit, je ne vais pas me laver les mains. OK? Parce qu'il est dans les questions d'emplacement et ainsi de suite, de réception des personnalités et tout ça. Et puis, il est revenu. J'ai dit, mais tu as dit que tu partais te laver les mains. Quand chez nous, là, dans notre jargon, là, à un certain niveau, quand on dit je ne vais pas me laver les mains, c'est dit que je pars aux toilettes. Parce que tu ne peux pas là, tout le monde là dit je pars aux toilettes. Je ne vais pas me laver les mains. Tout ce sont des codes, ce sont des choses qui s'apprennent. Ce sont des codes. Et quand vous êtes dans un environnement où il y a des personnes influentes et tout ça, quand vous énoncez ces gens de choses, vous dites, ah ben, ça c'est quelqu'un de notre milieu. Bon, écoutez, ça brise les barrières, ce sont des codes. Et la communication non verbale, c'est la posture que vous dégagez sans dire, mais vous dites quelque chose. Voilà. Ça, on ne va pas trop s'apaisantir là-dessus. Comme autre élément, les preuves. Alors, quelle est la notion, quelle est l'importance des preuves convaincantes dans le processus de persuasion? Alors, les preuves convaincantes sont indispensables à la persuasion. Les décideurs s'appesantissent beaucoup sur les preuves convaincantes. Pour nous autres qui défendons beaucoup de projets à l'international, localement également, nous restons convaincus que la gestion des preuves, le renforcement des preuves apparaît comme un élément important pour nous les managers. Nous avons des projets. Vous avez des projets que vous voulez présenter à tel ou tel partenaire, vous voulez ouvrir le capital de votre entreprise pour que des actionnaires y entrent, à l'effet de booster encore la structure. La façon de présenter, n'est-ce pas, les éléments. Il ne faudrait pas que vous donniez l'impression que la façon de présenter les éléments donne l'impression que vous n'avez pas confiance en ce que vous dites et que les informations ne sont pas vraies. Alors, vous devez travailler, un persuadeur travaille sur les preuves convaincantes. Alors, qu'est-ce qu'une preuve convaincante? Une preuve convaincante, quelle est la valeur d'une preuve convaincante? Une preuve convaincante, elle est compréhensible. Parce que les gens n'ont pas le temps. Le monde va à une vitesse supersonique. Hier, on avait plus de temps. On se disait, bon, écoutez, là, on peut remettre à demain. Aujourd'hui, il y a des facteurs exogènes qu'on ne maîtrise même plus. Tout est dynamique.
les vérités d'hier sont les mensonges d'aujourd'hui. Les mensonges d'aujourd'hui sont les vérités de demain. Donc, je vous dis que dans tout ce que nous sommes, ce qui a été refusé aujourd'hui, demain est accepté ou est modifié et est accepté par les uns et les autres par des codes sociaux. Donc, il faut être convaincant. Les gens veulent aller vite, mais sur des éléments qui sont tangibles. On a beaucoup de projets, on a beaucoup de capacités, on a le savoir-faire, mais le rendu. On pêche très souvent dans le rendu. Et ça, bon, je me souviens, on était allé en Tunisie, il y a un partenaire qui avait un bon projet. Il était parti avec son directeur administratif et financier. C'était un manager. Et le DAF fait monter sur la tribu, c'était au Tabarka International Forum for Africa Development, pour lequel notre cabinet également travaille ici avec plusieurs missions économiques que nous avons organisées ici avec des sénateurs, le ministère du Commerce, un certain nombre de chefs d'entreprise. Et j'étais surpris. Il y a un chef d'entreprise qui est monté sur l'estrade. D'abord, le technicien, il a bien expliqué son projet, très bien expliqué le projet. Mais le manager s'est trouvé dans l'obligation d'aller aussi dire quelque chose. Pour parler comme à Abidjan, le français populaire d'Abidjan. Pour également aller dire quelque chose. Pourtant, il n'avait pas la science des preuves convaincantes. Et quand on est sorti de là, c'était un bug. Et un partenaire qatari m'a appelé de côté. Il dit, Adem, écoute, est-ce que le monsieur là, il était obligé de partir parler parce que nous, on avait déjà compris. Donc tout ça, c'est-à-dire que nous aussi, on doit se mettre, c'est vrai qu'on confie du boulot à nos techniciens et autres, mais le manager, il doit être là à fond. C'est un peu comme le Premier ministre qui maîtrise, n'est-ce pas, les sujets de l'ensemble de ses collaborateurs qui gèrent les départements. C'est cela, en fait. C'est comme un manager, c'est comme un Premier ministre. Il doit maîtriser tous les sujets. Même le sujet du technicien de surface, il doit le maîtriser pour avoir des preuves convaincantes. Parce qu'à tout moment, on peut lui poser une colle. Donc, la preuve convaincante est importante dans le processus de conviction. Une preuve doit être nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, vous faites votre étude de marché, vous arrivez devant des sachants, ils maîtrisent, ils ont toutes les informations. Mais il faut leur apporter une preuve nouvelle qui fasse qu'à partir de maintenant, ils peuvent s'apaisantir sur votre projet. Le persuadeur rend sa preuve crédible. Il rend sa preuve pertinente. Et quand la preuve est pertinente, l'information est véhiculée facilement. Autre élément, il faut s'accorder sur le problème. Dans le processus de conviction, le grand vainqueur, c'est celui qui définit le problème. Les Juifs disent que la solution se trouve déjà dans le problème. Quand on présente une proposition, il est bon de s'entendre sur le problème avant de parler de solution. Parfois, nous sommes amenés à présenter des projets. Alors, je veux apporter un changement à la façon de gérer les archives. Je veux apporter un changement à la façon de faire notre marketing. Je veux apporter un changement à la façon de faire les formations. Je veux apporter un changement à la façon de tracer les routes. Je veux apporter un changement à la façon de faire la distribution dans votre réseau. Mais est-ce que vous vous êtes accordé sur le problème de celui que vous démarchez? Il faut d'abord vous accorder les problèmes. Regardez très souvent, dans nos différentes réunions classiques, qu'est-ce qui se passe? Avant même de commencer à poser les problèmes, les collaborateurs commencent déjà par débattre des solutions. Débattre des solutions. Bon, on va faire ceci, on va faire cela. Un dit non, je ne suis pas d'accord pour faire ceci. Moi, je ne suis pas d'accord pour faire cela. Le problème n'est même pas encore posé qu'on cherche des solutions. Le persuadeur doit poser le problème. Parce que qui pose le problème est déjà vainqueur. Le persuadeur doit choisir le bon temps. En Grèce antique, il y a deux dimensions pour expliquer le temps. Il y a le temps chronos, là, le déroulement normal du timing. Et il y a le temps kairos. C'est important, la dimension. Le kairos signifie le temps opportun. Quelqu'un me dirait de l'autre côté, le temps favorable. Mais en Grèce antique, kairos signifie le temps opportun. Donc, il y a deux définitions du temps, le temps kairos et chronos. Le bon persuadeur doit connaître le temps. Vous avez une idée, mais est-ce que c'est le temps? Comme Machiavel lui dit, à chaque idée correspond un bon moment, comme l'enseigne Machiavel. Un bon temps. Quel est le temps? Est-ce que si je présente l'idée tout de suite, est-ce que cette idée-là ne sera pas surclassée par quelque chose qui est déjà en gestation? Est-ce que l'environnement sied à cette idée? Est-ce que c'est le bon moment de lancer cette idée? Est-ce que j'ai utilisé les facteurs de changement qui se déroulent aujourd'hui? Vous devez maîtriser et vous devez attendre le bon temps. Vous devez surveiller votre timing comme le lait sur. Choisissez le bon temps.
Former des alliances professionnelles. Alors, le mot alliance est très fort, mais il faut former des alliances. Le bon persuadeur, des bons persuadeurs, ils bâtissent des coalitions avec des gens influents. Vous ne devez pas vous développer en autarcie. Aujourd'hui, moi, je parle à des gens influents. Je bâtis. Quand je parle des gens influents, je parle de vous, chers managers, à qui je parle aujourd'hui. Vous êtes des personnes influentes. Je développe cette, comment on appelle ça, cette relation avec des personnes influentes qui peuvent m'apporter un plus dans le développement de mon activité. Parce que nous ne sommes pas des clés suisses. Voilà, nous avons toujours quelqu'un qui a la possibilité de faire autre chose que nous savons le faire. Et avec la synergie des compétences, on avance. On ne vit pas en autarcie. Donc, vous devez bâtir des coalitions. Je dis, vous êtes au sein de l'agence Côte d'Ivoire PME. Les uns les autres doivent avoir les numéros de X ou Y manager. Vous devez vous frotter vos expériences, en effet, et vous faites bien d'assister déjà à ce programme. Mais au-delà de cela, vous devez développer des coalitions, interprofessions, telle organisation, tel forum qui est organisé sur les plateformes agroalimentaires en ligne, aller sur LinkedIn, passer à un autre niveau, n'est-ce pas, de votre réseautage en payant un peu plus cher pour avoir un autre niveau de personnes avec qui vous allez échanger, développer, frottez-vous à des personnes. Alors, le bon persuadeur réseaute et il cherche à se faire référencer. Ah, je suis mentor auprès de l'agence Côte d'Ivoire PME, je suis manager faisant partie du programme PAP. Alors, quand vous êtes devant un client et le programme est accompagné par tel ou tel partenaire, InvestCoJob, GZ, KfW, la coopération allemande et tout ça. Donc, vous prenez ces grands noms souvent pour aller discuter avec un partenaire. Et ça vous rend persuasif. La qualité de votre groupe rassure. J'appartiens à un groupe qui a de la référence. J'appartiens à un groupe qui a de l'influence. J'appartiens à un groupe qui se sait, qui est connu. J'appartiens à un groupe qui est un groupe d'élite. Donc, votre appartenance à un groupe détermine également de l'attitude que l'un ou l'autre décideur devrait avoir vis-à-vis de lui. William Blake le dit, et c'est là, à l'oiseau un nid, à l'araignée une toile, à l'homme une amitié. Et ça, il faut le déployer. Elevator, la minute de la conviction, ça on le fera à la fin. C'est un exercice. Elevator, c'est quoi? C'est-à-dire que vous êtes dans l'ascenseur avec un décideur que vous cherchez à rencontrer. Vous avez une seule minute, comme l'enseignent les Américains. Vous avez une seule minute pour parler à cette personne. Alors, vous devez faire ressortir les éléments tels que le nom de l'entreprise, le produit que vous proposez, pourquoi est-ce qu'il devrait l'avoir, quelles sont vos références et puis vos différentes attentes. Donc, moi, j'appelle ça élévateur, en fait. C'est-à-dire, vous avez une seule minute pour convaincre. Si on enseigne les commerciaux, quand on fait du télémarketing, on dit, bon, écoutez, cette semaine, en 2-3 jours, on fait du télémarketing, base des données, numéro de téléphone, mail. Alors, allez, on vous donne l'argumentaire, vous êtes là, vous êtes bien structuré, et puis vous appelez directement comme les compagnies de téléphonie mobile le font. Donc, vous avez une minute pour convaincre. Vous mettez votre team commercial qui est là, et puis vous commencez à les coacher. Ça, c'est élévateur. La minute de la conviction. Vous avez une seule minute. Parce que parfois, les opportunités, là, on les a une seule fois. C'est pourquoi dans le mot opportunité, il y a unité à la fin, unité. Et puis là, il y a porte. C'est une porte qui peut s'ouvrir une seule fois dans votre vie. C'est-à-dire, oh, porte, ouvre-toi une fois. Donc, opportunité. La chance se provoque et le persuadé ne doit pas manquer des occasions. Et il a une seule minute, il te met 45 secondes pour faire passer son information autour d'une rencontre, autour de je ne sais quoi, mais il a une seule minute. Il n'a pas plus que ça. Qui se met à l'idée que j'aurai une seule minute pour faire passer un message. La communication non verbale. Autre élément. La communication non verbale. Entraînez-vous à dégager de la confiance sans avoir ouvert la bouche et le reste devient la série sur le gâteau. La communication non verbale est basée sur votre gestuelle. Ça, la façon de vous asseoir, la façon de gesticuler entre griffes, la façon de regarder, influencer sans dire mot. La somme des non-dits de ce que vous laissez apparaître. Votre contenant inspire les autres à aller à la rencontre de votre contenu. Ça, vraiment, c'est une théorie que j'ai vraiment développée dans toutes mes formations sur comment attirer les investisseurs. Parce que généralement, avant les forats et tout ça, je dis aux uns aux autres, faisons une formation sur comment capter les investisseurs. Nous avons organisé un mini forum ici à Abidjan avec des partenaires égyptiens, libyens, français, tunisiens et autres. Et avec l'Organisation mondiale des experts
COMEX, ici, qui est une mission diplomatique. Et quand on a développé cette formation avec les uns et les autres, ils étaient déjà outillés à aller à ces différentes rencontres de B2B. C'est cela, en fait. Il faut que le contenant attire les uns et les autres vers le contenu. C'est l'extérieur, comme on le dit, hein, qui attire et c'est l'intérieur qui retient. Peaufiner votre image et votre style. Alors, chacun son style, chacun son image. Donc, pas une règle. Mais déjà, il faut jouer sur 3 éléments importants. 3 éléments importants, c'est la symbolique, les effets de la couleur. Et vous faites passer des messages à travers la couleur. Vous ne pouvez pas être nous qui faisons le marketing politique, vous ne pouvez pas être collaborateur des chefs d'État ou des ministres et porter la cravate rouge que j'ai mise là ce matin. C'est impossible. Parce que le rouge, c'est le symbole de la puissance, du pouvoir, de la majesté, de l'autorité. Donc, là déjà, quand vous avez un collaborateur, vous êtes au haut niveau dans les hautes sphères, vous ne verrez pas. Vraiment, c'est rarement, vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas. Et collaborateur, dans un conseil des ministres, faites l'expérience. Regardez les conseils des ministres, les mercredis ou, je ne sais pas, mardi ou autre. Regardez le conseil des ministres. Vous ne verrez jamais un ministre porter une cravate rouge. Une cravate rouge, c'est impossible. Ça, déjà, ça doit attirer notre attention. Ce sont des codes. Ce sont des codes. Le Japonais, il veut faire la grève. Il ne te dit pas qu'il fait la grève. Il met le bandeau, il vient au travail. Il passe son message. Son patron sait qu'il est passé le bandeau rouge. Et puis, il vient au travail. C'est un code, c'est un message. Je pars dans une compagnie de téléphonie mobile et je me mets aux couleurs de l'autre compagnie. C'est une, excusez-moi, mais c'est un affront, en fait, entre griffes. C'est un affront. Donc, les couleurs, pas voir un client, pas vous savez, ces couleurs et ces shorts. Ah, ben, il a habillé dans nos couleurs. Déjà, ça brise les barrières. Est-ce qu'on se comprend? Ça brise les barrières. Alors, chaque couleur a un sens. Quand vous levez le matin, vous pensez que vous vous habillez. Non, 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 non. De façon intuitive. Le choix de vos couleurs, peut-être que parfois, vous n'avez pas idée que, ah, ben, pourquoi je me suis habillé comme ci, comme ça. Aujourd'hui, je veux révéler quoi? J'ai mis le vert, ça renvoie à ceci. J'ai mis le gris, c'est austère. J'ai mis ceci, la paix, la tranquillité, et ainsi de suite. Parce que vous êtes en harmonie avec les couleurs que vous dégagez. Même le logo de votre entreprise développe un certain nombre d'éléments qui jugent de votre appartenance également et de vos ressentis. Persuadez par votre image. Vous devez persuader par votre image. Vous devez dégager un langage silencieux. Vous devez concilier image personnelle avec image de l'entreprise. Persuadez par votre attitude. Le doute fait fuir les clients. Le doute fait fuir les clients. L'assurance transmet la certitude aux clients. Valorise votre produit, votre idée, votre marque. Travaillez à maîtriser tous les domaines de votre activité. Ne dites pas que non, je suis excellent dans mon domaine. Moi, j'étudie tout le temps, je fais toujours des formations, j'écoute, malgré que je suis coach humblement à mon niveau, mais chaque fois, je me renforce parce que le monde est dynamique. Le monde est dynamique. Le monde est très dynamique et les paradigmes aussi changent. Il faut persuader par votre apparence. Votre apparence physique communique pour vous. C'est le symbole de votre carte de référence, de votre niveau d'exigence et de votre autorité. Nous qui faisons très souvent les recrutements, quand on reçoit quelqu'un qui rentre, on se rend compte qu'il n'est pas habillé de façon finie. Déjà, il perd des points. Donc, vous êtes fini, vous êtes homme, vous êtes femme, vous êtes habillé de façon finie. Vous ne laissez rien au hasard. Même l'ourlet de vos vêtements, tout est vraiment bien soigné déjà. Parce que quand les gens rentrent, vous arrivez d'un endroit, permettez qu'on aille plus loin. Déjà, le parfum, on travaille sur tout ça. Et la chaussure, je ne vous dis pas d'aller prendre les grandes marques et tout, c'est pas, non, je ne parle pas de tout ça. Mais je veux dire que votre appartenance, votre apparence physique là, communique un message. Et puis, met celui qui est en face de vous dans une certaine disposition. Et c'est très important. Vous devez persuader par votre expertise. Waouh, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Alors, soyez maître des questions qui touchent à votre activité. Et quand vous maîtrisez, vous persuadez par votre expertise, vous rassurez l'interlocuteur. Soyez incollable. On ne vous pose pas une question, vous dites, bon, écoutez, je vais appeler quelqu'un au sein de l'entreprise. Non, il y a des façons de prendre du temps pour démontrer à la personne que, écoutez, j'ai la maîtrise des dossiers, mais de façon plus détaillée, j'ai un collaborateur qui s'en occupe. Soyez incollable. Trouvez les réponses qu'il faille. Maîtrisez le lexique qui touche à votre activité. Soyez très à l'aise dans votre conversation. Soyez très à l'aise. On va aller très rapidement. Persuadez par la démonstration. Alors, vous avez l'expertise, mais vous pouvez démontrer à votre interlocuteur. Vous êtes en train de vendre un projet pour lui montrer par A plus B à travers des témoignages des clients.
des preuves tangibles pour dire que mon produit, il est bon. Il y a même tel directeur qui utilise. Il y a même telle entreprise, c'est même vendu en pharmacie. Ah oui, c'est validé par l'ANEMA, c'est validé par Codinum. Mon produit est certifié, mon produit est ceci, cela. Ah ben si cela même ils utilisent, c'est que, et nous alors? Donc, vous partez avec des témoignages. Soyez dynamique, changez de méthode jusqu'à atteindre vos objectifs et montez en puissance. Persuadé par votre questionnement. Alors, vous êtes au bout d'un échange, mais vous ne devez pas rester figé à recevoir que les questions. Vous devez poser aussi des questions à votre interlocuteur sur la nature de son activité. C'est-à-dire, dans votre question, vous êtes en train de démontrer à votre interlocuteur que vous maîtrisez aussi le sujet. Actualisez vos connaissances. Vous ne pouvez pas tout maîtriser, mais avoir quelques notions, c'est important. C'est pourquoi il faut se cultiver. Il faut persuader par la précision. Soyez précis dans votre réponse, dans vos différentes réponses face à un interlocuteur. Ne divaguez pas. Évitez les sorties de route. Vous parlez de X et vous vous retrouvez à parler de Y dans un timing d'une discussion au moment où le client est intéressé à vous écouter jusqu'à la fin et vous partez sur un autre sujet. Évitez les sorties de route. Répétez très souvent la question de votre interlocuteur et cela vous donne le temps de réfléchir à un tour de seconde. Quand souvent les managers, par exemple, les formations sur la prise de parole en public, on met les caméras, on crée des simulations de journalistes et tout ça devant des personnes d'État et tout, pour que ces personnes arrivent à passer le message et tout ça. On dit, quand un journaliste vous pose une question et que vous voulez réfléchir, vous lui reposez la même question, vous l'appelez par son prénom, vous essayez de reformuler la question et cela vous permet d'avoir un petit bout de temps, même si vous pouvez détendre l'atmosphère et ça vous permet de vous réconsolider. Et puis, on ne va pas partager tout ça là maintenant, on est focus sur nos techniques de persuasion. Nous finissons dans 3 minutes tout de suite et la persuasion a plusieurs dimensions. Donc, il faut reposer la question de l'interlocuteur et vous donner du temps, n'est-ce pas, pour réfléchir. Persuader par l'écoute. Écouter son interlocuteur est indispensable. Quand on veut le convaincre, on observe tout. On voit les mots qu'il utilise, les gestes, sa posture et tout ça, ça nous intéresse. Parfois, on arrive à un rendez-vous, les gens qui sont en face, ils vous donnent l'impression qu'ils ne vous écoutent pas. Il appelle, il prend son téléphone, il prend ses notes, il appelle ses collaborateurs, il est là, il s'affaire à autre chose pour vous donner l'impression que ça ne l'intéresse pas. Mais continuez, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Parce qu'à un moment donné, une information va le mettre au pas. Ça, c'est très important. Soyez à leur écoute pour déterminer ce qu'ils veulent entendre. On finit dans 3 minutes. Je vous lis cette citation de Auguste Norman qui dit « On entend souvent la remarque qui dit il parle trop. Mais a-t-on jamais entendu la critique il écoute trop ?» Je me réponds. On entend souvent la remarque il parle trop. Mais a-t-on jamais entendu la critique il écoute trop? On vous dit écoutez vaut un paysan d'or. Molière dit quand on sait entendre, on parle toujours bien. Quand on sait entendre, on parle toujours bien. Parfois, il y a des commerciaux qui vont à clientèle et c'est par la suite qu'ils appellent le client pour lui dire écoutez, s'il vous plaît, la commande là, on n'a pas bien saisi. Non, c'est ça disqualifie. Ça disqualifie. Il faut vraiment bien écouter en tant que manager, former les équipes également. Nous-mêmes, en tant que manager, bien écouter au cours d'un échange parce qu'il y a des gens qui sont un peu désarçonnés quand on revient vers eux pour une information pour laquelle on a eu du temps à échanger et tout ça, ça ne fait pas sérieux. Ne fuyez pas du regard. Il nous reste 2 minutes. Ne fuyez pas du regard. Alors, le persuadeur ne fuit pas du regard. Là, je vous donne les topos. Si vous êtes mal à l'aise, faites bien attention à ne pas fuir du regard votre interlocuteur. Alors, regardez-le. Si vous avez du mal à le regarder dans les yeux, regardez ses paupières. Moi, je ne me souviens pas la dernière fois où j'ai fait un discours avec du papier. Non, parce que je ne me sens même pas à l'aise à prendre un papier pour faire un discours. Paix à son âme, je me cite aujourd'hui 2 fois mon mentor, Kosa Adoumane. Il m'a dit une fois, on était à la soirée des entrepreneurs des dynamiques à l'Atri 26 où je lui ai fait l'intervention et avec les partenaires qui étaient arrivés de l'extérieur, il m'a dit écoute Kwadjo, aujourd'hui là, s'il te plaît, prends un papier, fais un discours sur un papier. Par respect de mon mentor et par
homologation protocolaire. Je dis, bon, je vais quand même écrire les notes là sur du papier. Parce que je me fais déjà avec la mémoire photographique et puis structurer. Les uns et les autres savent le faire. On structure les idées dans notre esprit et on va sur le pupitre et on est à l'aise parce qu'on veut que les gens, on veut capter l'attention des gens sur ce que nous sommes en train de dire là tout de suite. Parce qu'il ne faut pas rater. C'est très important les informations qu'on passe. Alors là, j'arrive au pupitre là et je commence à lire. À un moment donné, je commence à me mélanger les pinceaux. Donc, on a beau chasser le naturel, il revient au galop. Donc, il m'a regardé de loin et puis dit, par un signe de la tête, vas-y, comme tu sais le faire. Et ça ne sont pas des choses qui se font du jour au lendemain. C'est un exercice. Et puis après, n'ayons pas peur d'essayer parce que vous serez appelé à intervenir, vous êtes déjà appelé à présenter l'ensemble de, mais ça se retravaille tout le temps. Ça se retravaille pour revoir sa copie. Persuadé par le contenant. Si il nous reste 45 secondes, si votre emballage est mal présenté, personne ne s'intéressera au contenu de votre marque, de votre produit, de votre service. En tout cas, il faut bien présenter même si c'est un dossier technique et ainsi de suite, bien le présenter. Un commercial, déjà, on va aller sur eux. Un commercial mal présenté, y compris son produit, n'est rien d'autre qu'un objet de grande valeur mal emballé. Il n'est pas attirant. Ce n'est pas parce qu'une idée est acceptée qu'elle est tout de suite géniale. Non. Nous avons regardé, quand vous regardez, on n'a pas suffisamment de temps, j'allais vous citer un peu pas mal d'idées qui ont été acceptées dans des conseils d'administration. Des mauvaises idées passent parce que les gens savent persuader pour que des mauvaises idées passent. Ah oui, les persuadeurs ne véhiculent pas toujours. On a vu des produits qui ont échoué tout de suite, mais il y a des gens qui ont défendu bec et ongle que ça va marcher et qui ont convaincu les uns les autres. À toute autre raison, une idée bonne. Donc, il faut mettre les chances de son côté et développer son plein potentiel à ce niveau. On s'intéressera à vous seulement si vous vous intéressez à vous-même. Il faut qu'on ait le sentiment que vous vous plaisez vous-même, que votre produit vous intéresse et que vous-même, là, ce produit-là, n'est-ce pas, est l'objet de votre satisfaction. Voilà. Donc, il faut mettre du tact, même dans la présentation de ce que vous faites, à quelque niveau que ce soit, c'est transversal tout ce que nous sommes en train de dire. Vous devez forcer l'admiration. Persuadez par votre sérénité. Évitez les tics. Au cours des séances de travail, au cours des présentations, évitez les tics. Ne soyez pas évasif, ne soyez pas nonchalant, restez concentré. Ne tombez pas dans les jauges émotionnelles de votre prospect. Vous êtes au cours d'une discussion et puis le prospect parle d'un sujet, lui, il a des fourilles et vous l'accompagnez aussi dans ces fourilles-là. C'est juste une jauge émotionnelle. Vous voyez quel genre de personne que vous êtes. Est-ce que vous êtes droit dans vos bottes et tout ça? Ne tombons pas dans ce jeu-là. Ayez de la mesure. Les bénéfices du manager persuasif. Quand vous êtes un manager persuasif, cela vous donne de l'assurance, de la crédibilité, force l'admiration, vous procure du corps, vous renforce votre confiance en soi, vous particularise. Elle cache, quand vous êtes persuasif, vous cachez vos petits moments sombres et cela vous permet de rebondir. Être persuasif vous donne du temps et vous bonifie, vous permet de vous ajuster. Alors, nous terminons par les 4 types de management qui existent. Je vous pose la question, êtes-vous un manager directif? Alors, le management directif, c'est ce management qui est autocrate. C'est ce management-là qui est autoritaire. Alors, quand je vais les expliquer, vous allez vous positionner dans le type de management que vous êtes et vous verrez les avantages très rapidement. Le management directif, c'est un management qui, c'est le management de la censure en fait. C'est le management de la censure. Le patron ou rien. Il parle, allez, pas de feedback, pas de communication, chose, comme on appelle ça, direct et réciproque. Non, c'est le management autoritaire. Le deuxième type de management, c'est le management persuasif. C'est ce management-là qui appelle les uns et les autres à travers la stratégie que le manager met en place à se rallier à la cause qu'il défend avec l'aide des uns et des autres. Ça, c'est le management persuasif. Le management délégatif, c'est le management qui transmet le savoir-faire, le savoir-être, n'est-ce pas, toute la vision de ce manager-là aux uns aux autres, des tâches que le manager devait faire. Il dit, j'ai confiance en vous, vous pouvez le faire. Donc, il met les uns et les autres dans un sentiment de confiance parce qu'on est tous leaders quelque part. Je gère un poste, je suis leader. Je gère, comment on appelle ça, un petit département, je suis leader. Je ne gère personne, je n'ai personne sous ma responsabilité. Je suis leader des objectifs qu'on m'a donnés. Je suis leader de l'activité qu'on m'a donnée. On est tous
leader quelque part, le technicien de surface est leader. Il doit bien gérer, il doit bien nettoyer parce que l'entreprise est la vitrine. Si quelqu'un arrive que ce n'est pas propre et tout ça, il a manqué son but. Donc, c'est ça en fait, on délègue. Donc, le management délégatif, c'est ce management-là qui dit que, écoutez, moi, je peux le faire, mais faites-le. Je te confie telle mission, je devais aller à telle rencontre, mais j'ai confiance en toi, je sais que tu peux représenter la structure. Donc, ça met la personne en confiance, ça élève son niveau d'exigence et ça le rassure davantage. Le management participatif, c'est ce management qui, au pied de l'idée, on invite les uns et les autres à apporter leurs propositions. Chers managers, convainquez-vous que être convaincant vous permettra de mettre le monde à vos pieds. Si vous êtes convaincant, vous allez développer toute une synergie d'appartenance, toute une synergie d'accompagnement autour de ce que vous développez. Sachez que la persuasion est un processus. On a communiqué un certain nombre de topos, nous n'avons pas la science infuse. En 1 heure, on peut passer tout un cours qu'on essaie de condenser parce que c'est compartimenté. Mais je reste convaincu que vous avez appris l'essentiel de ce que nous avons communiqué. Et sachez que en étant persuasif, vous pouvez développer beaucoup de partenariats, beaucoup d'alliances et vous allez faciliter votre développement. Merci et je reste disponible. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Edem Kwadjo. Merci à notre coach formateur pour cette formation assez édifiante. Chers participants, nous allons maintenant passer à la série de questions et réponses. Je ne suis pas spécialiste en matière de communication, donc j'ai du mal à manipuler l'outil. Donc, ce qu'on va faire et qui est plus simple, je pense que vous allez envoyer vos questions dans le chat. Certains ont déjà envoyé leurs questions. Je vais les lire pour le formateur qui va essayer de... Je les consolide au fur et à mesure pour apporter les réponses à ces différentes préoccupations. Donc, M. Edem Kwadjo, il y a M. Mbra Jaurès qui demande quelle est la différence fondamentale entre le management participatif et le management persuasif. Un instant. C'est sa première question. Et le management persuasif. Donc, alors, il a dit la différence entre le management participatif et persuasif, c'est ça? C'est ça, c'est ça. OK. Participatif. OK. Et il y a encore une deuxième question de M. Mbra Jaurès qui demande est-ce qu'en management, la notion d'éthique a sa place? Éthique. 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 Éthique comme morale. Éthique comme déontologie, c'est ça? Voilà. Et est-ce qu'en management, la notion d'éthique a sa place? D'accord. Et il termine par qu'en est-il de la RSE? Très bien. D'accord? OK. On peut continuer? Est-ce que vous voulez que... OK. Que je prenne les... Monsieur Kwadjo, on peut continuer? Oui. D'accord. Il y a M. Brahim Fofana qui lui dit que c'est vraiment une formation très enrichissante. Donc, merci. Il y a Sarah Dieng qui demande quel est le sixième levier. Le 6e levier. Levier. Oui, d'accord. Le 6e levier. C'est le consensus. On va revenir là-dessus. Le 6e. Voilà. Ça, c'est qui? C'est le consensus. C'est qui a posé cette question? Absent ça. Donc, on va commencer par ça d'abord, en attendant de consolider les autres questions. Alors, j'ai vu quelqu'un qui a dit ici que il y a des éléments, je propose, il y a des éléments dans le chat. Hein. Je pense oui. En fait, je voulais qu'on parte par étape afin de voir les questions qui vont se répéter. Ah, d'accord. Donc, je réponds à ça. Je réponds à ça d'abord. C'est ça? D'accord. D'accord. C'est ça. Merci. Alors,
le management participatif et le management persuasif, c'est M. Mbra Jaurès, c'est ça? D'accord. Alors, le management participatif est à la lisière du management persuasif. Alors, le management participatif commence à partir de la gestation d'une idée, OK? D'une idée. Si on est dans le cadre d'une entreprise où on veut partager ses valeurs, où on veut partager un projet à ses collaborateurs. Donc, le management participatif, comme on le dit, amène les uns et les autres à corroborer à l'avancement de l'entreprise. Alors, le manager participatif développe ses objectifs, écrit ses objectifs même avec ses collaborateurs, c'est-à-dire dans la définition des objectifs. Dans la définition des objectifs, il définit ses objectifs avec ses plus proches collaborateurs dans le management participatif. Il définit ses objectifs avec le concours de ses collaborateurs. C'est-à-dire, quand il fait son plan prévisionnel et qu'il dit, bon, écoutez, chaque année, chaque mois, nous décidons, bon, pour le mois de janvier, ce sera 12 millions, le mois de février, 30, le mois de mars, 50, ainsi de suite. Il ne reste pas derrière sa machine, dans son calcul, pour dire, voilà le potentiel, les atouts, les compétences de ma structure. Et je pense que pour tout ça, voilà tel type de chiffre d'affaires que nous allons faire. Donc, il ne fonctionne pas comme ça. C'est vrai qu'il a son schéma dans son esprit. Mais au moment d'écrire le plan stratégique, par exemple, de 2022, on va aller au cas par cas. Au moment d'écrire son schéma de l'année 2022, il a ses axes stratégiques qu'il a déjà bien planifiés. Mais au moment de les présenter à ses collaborateurs, il a une forme de test qu'il développe, leur dit, écoutez, avec tel atout, comme on a dit tout à l'heure, il faut d'abord poser le problème avant de trouver les solutions. Avec tel atout, avec tel contrat que nous avons, avec telle compétence que nous avons, avec telle part de marché que nous avons, qu'est-ce qu'au cours de notre séminaire d'orientation des activités de l'année qui arrive, qu'est-ce que nous pouvons développer comme activité pour nous permettre d'atteindre des chiffres d'affaires au-delà des dizaines de millions? Ça, c'est le management participatif qui prenne l'ensemble de ces documents qu'il garde d'abord et qui communique de façon participative avec ses collaborateurs. Donc, ils sont au pied de l'idée, ils sont au pied des solutions. C'est-à-dire, vous identifiez ensemble d'abord les problèmes, vous trouvez les solutions. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous venez puiser maintenant dans vous-même vos capacités de promoteur de l'activité pour leur dire que nous pouvons aller au-delà de ce que vous avez présenté. Alors, généralement, je prends un exemple. On avait fait un budget, un plan prévisionnel et quand on avait fixé les objectifs, chaque commissaire, je pose la question, je dis, toi, tu peux faire combien? Tu peux faire 5 millions, toi, tu peux faire combien? Tu peux faire X millions. Je dis, bon, écoute, toi, tu es ingénieur commercial, tu as un carnet d'adresses, tu connais telle personne. Imagine que tu viens chaque jour au boulot et que tu fais 10 appels par jour. Tu envoies 10 mailings. Est-ce que tu comprends? Tu fais 10 appels, tu envoies 10 mailings. Tu te choisis le mardi ou le mercredi pour faire tes journées commerciales. Tu as le mardi pour faire tes rencontres. Tu as le mercredi pour faire le pied d'égout. C'est-à-dire, sans rendez-vous, tu vas. On t'a reçu, c'est bon. On ne t'a pas reçu, c'est bon. Et quand tu calcules tout ça, dans tout ce que tu poses comme action, est-ce que tu penses que tu ne peux pas aller au-delà de cela? Et puis, on prend le stylo avec les collaborateurs, on est là, on commence à calculer. Oui, c'est vrai. Bon, je pense qu'on peut aller au-delà. Moi, je peux faire plus que ça. Alors, donc, l'objectif modifie l'action des uns et des autres. Donc, c'est participatif. Donc, en fait, dans le management participatif, le collaborateur ne voit plus ses objectifs comme un périple. Parce qu'il y a des collaborateurs qui voient les objectifs là comme un périple, comme une sanction. Il faut que je fasse ceci. Non, 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 non. Ça doit être une passion. Donc, c'est lui qui décide d'atteindre tel objectif. Mais vous avez un baromètre. Dans le management persuasif, c'est le contraire. Quoique, il y a une synchronisation entre les deux types de management, c'est qu'on associe les uns les autres. Dans le management persuasif, le manager a sa vision. Il n'est pas autoritaire, non. Il sait là où il veut arriver. Parce que les deux, même dans les deux types de management, je dis, écoutez les gars, moi j'ai un objectif à atteindre et je veux maintenant les convaincre qu'ils peuvent arriver à cet objectif. Le problème à ce niveau, c'est qu'il peut avoir des types d'opposition. Mais une opposition révèle toujours l'électricité. C'est en croisant deux pierres que les gens, à l'époque de la pierre polie, là, ont créé le feu. Voilà.
pierre contre pierre crée l'électricité. C'est toujours bon. Les conflits, là, la gestion des conflits, souvent, c'est important. Ce sont des conflits, comme je l'ai dit souvent, ce sont des conflits positifs. Il y a les mauvais stress et il y a les bons stress. Donc, dans le management persuasif, vous avez votre tableau de bord, KPI, tout et tout. Vous avez votre ligne à suivre et vous convainquez les uns et les autres à atteindre cet objectif-là. Quoique, dans les deux types de management, il y a une association des uns et des autres. Donc, c'est un management qui fait passer l'information, qui met, n'est-ce pas, voilà, le collaborateur au centre de vos décisions. Sauf que dans le participatif, ils sont déjà au pied de la rédaction. Mais dans le persuasif, ils sont plus ou moins au fait de la solution, mais ils sont appelés à concourir. Alors, management, est-ce que la notion d'éthique, monsieur Mbra veut me sortir de tous mes retranchements, là, en direct ici. Alors, on va y aller. Alors, management et éthique, c'est une thématique assez importante. Management, est-ce que la notion d'éthique a sa place dans le management? Oui, monsieur Mbra, la notion d'éthique a sa place. Je vais vous renvoyer à l'une des diapositives où je disais tout à l'heure que dans les leviers de Cialdini Roberts, qui avait utilisé les 6 leviers, il parlait de la réciprocité. Je pense que ça vous renvoie à cela. Il parlait de la réciprocité persuasive. Dans cette réciprocité persuasive, nous avons dit que celui qui est en face de vous est censé vous renvoyer l'ascenseur, n'est-ce pas? Mais cela ne doit pas être une activité, tout compte fait, c'est un numéro de charme, c'est une action entre griffes, c'est une action de séduction. Et ça, c'est du classique, en fait. Maintenant, après, vous avez vos valeurs. Donc, ça, c'est propre à vous. Mais quoi qu'il en soit, la base, ce sont ces 6 leviers. Maintenant, au-delà de ça, on sait très souvent ce à quoi nous sommes confrontés. Mais l'éthique a sa place dans le management. Il faut rester à la lisière de ce qui est faisable. Voilà. Alors, qu'en est-il de la RSE? Alors, pour les multinationales, les grandes entreprises, ainsi de suite, chacun à son niveau peut développer cette responsabilité sociétale. Alors, cette responsabilité sociétale, ça c'est très bien, c'est une très belle question, crée un sentiment d'appartenance à tel groupe, telle valeur, telle action d'humanisme, telle action sociale. Donc, la RSE est très importante. Elle est très importante. C'est un facteur de persuasion. C'est un facteur de renforcement de la crédibilité de chaque entreprise. Nous tirons vers la fin de l'année, vous pouvez poser des actions, rendre visibles vos activités au niveau social, même au sein de l'entreprise. Je proposais une fois comme ça à une entreprise qui avait des difficultés, qui avait notamment les dames, ils avaient compris, le DRH avait compris que les femmes de l'entreprise, à 70%, avaient des problèmes, en fait, des problèmes de rendement. Et je lui ai dit, écoute, à la fête des pères, invite tous les maris des dames, là, de toutes tes collaboratrices pour qu'ils viennent assister. On organise un tour de jeu, on fait un tour de jeu sur la lagune, on organise une bonne activité. Vous verrez que ça va créer un sentiment de rapprochement au sein des uns. Donc, c'était une action comme ça qui a permis aux différents époux de venir. Et quand ils sont arrivés, et dans les 21 jours qui ont suivi, on a commencé à comprendre que le rendement des dames, là, des collaboratrices, a commencé à se décupler. Donc, je pense qu'il faut avoir l'œil. Il faut avoir l'œil. Ça, déjà, c'est en interne, mais à l'externe, ça vous donne une image assez importante auprès des mécènes, auprès de l'État, auprès des organisations, et elle a vraiment sa place au sein du processus de persuasion. C'est un élément important que chaque entreprise doit pouvoir développer, cette responsabilité sociétale. Alors, le 6e levier, c'est le consensus. La question, c'était le consensus. Donc, le consensus fait appel à un élément sur lequel nous sommes d'accord. Donc, du coup, nous devenons amis, nous devenons alliés. Nous sommes d'accord sur un élément, nous pouvons avancer. On estime pour notre part que 35, comment on appelle, quand on prend par exemple le marché
du médicament en Côte d'Ivoire, ça représente pharmaceutique, ça représente 400 milliards d'opportunités en termes de marché. 400 milliards. 6 grossistes répartiteurs. On a un dernier grossiste là qui est en train d'entrer. Et pour les médicaments de la rue, seulement nous sommes à un peu plus près de 35 milliards. Et quand vous venez vous proposer une solution, n'est-ce pas? Vous proposez une solution pour réorienter ceux qui vont vers les médicaments de la rue, pour aller vers les différentes officines, pour absorber ne serait-ce que 10 milliards de ce marché. Parce qu'en absorbant ces 10 milliards-là, en même temps, vous êtes en train de régler un problème de santé publique. Ce n'est pas tout de suite l'espèce sonnante et trébuchante qu'on voit, mais on voit une solution sociale, une solution de santé publique. Donc, du coup, le partenaire devant qui vous êtes en face, peut-être que vous êtes en face du Fonds Gary, Fagas et tout ça, Fonds de solidarité africain et puis des banquiers, puis des partenaires qui accompagnent ces questions-là, se disent oui, on est d'accord là-dessus parce qu'on est d'accord que voilà, ces médicaments-là constituent un véritable problème et qu'avec votre stratégie, en facilitant l'accès, en rapprochant les officiers, avec le concept que vous avez développé et tout, je pense que ça, c'est bon. Donc, ce consensus-là est un élément de persuasion. Donc, le 6e levier, c'est le consensus. Il faut qu'on s'accorde sur le problème pour, chose comme on appelle ça, aller dans la solution que vous proposez. Merci. Oui, monsieur Ngoua. Monsieur Ngoua? Oui, merci. Merci, monsieur Kwayo. On va partir avec la deuxième vague de questions. Il y a Koko Raïssa qui demande si en management, oui, elle dit précisément l'expression « l'habit ne fait pas le moine ». Est-ce que cette expression a un sens dans le processus de persuasion? Alors, vous m'avez entendu? Oui, oui. Koko Raïssa, hein, c'est ça. Oui, Koko Raïssa. Il y a M. Dassé Stéphane qui a une préoccupation qui rejoint celle d'un autre, bon, qui s'est identifié HP. Je voudrais préciser qu'il serait intéressant que les participants, en s'inscrivant, mettent au moins leur nom, parce que ce que nous organisons, c'est au profit des PME qui sont bénéficiaires de notre programme. Et donc, c'est à ces entreprises-là que nous envoyons les liens. Et il est important pour nous de pouvoir tracer et les rattacher aux entreprises bénéficiaires. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour une même entreprise, il peut y avoir plusieurs participants. Vous pouvez être 10, 15, 20, autant que vous voulez, mais au moins, il faut qu'on puisse vous identifier par rapport à une entreprise. Donc, HP et Technospac, s'il vous plaît, faites le nécessaire pour la prochaine formation. Donc, HP Dassé Stéphane demande quel est le genre de management que vous pourriez conseiller à un entrepreneur qui est en début d'activité. D'accord. Il y a un autre Technospac. Là, c'était HP et Stéphane Dassé. Maintenant, il y a Technospac qui demande quelles sont les erreurs, quelques erreurs évidentes à éviter pour être persuasif. Il y a M. Sila Oumar. Allez-y. Lui, tout à l'heure, qu'est-ce qu'il vient de dire? Quelles sont les erreurs? C'est monsieur? Ah oui, c'est identifié Techno, le téléphone Technospac. D'accord, d'accord. Bon, HP vient de dire que c'est Quadio Zagla Marcelin. Donc, M. Sila Oumar demande quelles peuvent être les causes de déception des managers délégatifs. Je pense que, voilà. Et il y a M. Jaurès Mbra qui est revenu avec une question. Il a fait une suggestion de demande de support. Le support, je le répète, il sera partagé à tous les participants sans exception. Et également, il souhaiterait avoir les coordonnées de M. Dem Quadio, que je vais lui partager également. Et il pose une question, je pense la dernière. La
prise d'action a-t-elle sa place en management? D'accord. On va finir en même temps, hein, monsieur Edem. Monsieur Edem. OK. Il y a Adam Salou qui remercie le formateur pour sa brillante prestation et qui veut un cas concret de persuasion. Il est courtier, conseil en assurance et il vend des services de conseil intermédiaire et d'assistance aux PME. Donc, il voudrait, n'est-ce pas, je pense bien un cas pratique ou alors un exemple, un modèle de persuasion qu'il pourrait utiliser dans le cadre de son activité. Il est courtier en assurance et présente les services aux PME. C'est ça? Service aux PME, ouais. Il y a un autre qui dit que vous avez parlé de mimique et qui voudrait savoir si l'analyse transactionnelle intervient aussi en management. L'analyse? Transactionnelle. Okay. Transaction transactionnelle intervient également en management. Voilà, j'en ai fini, M. Quadro. J'espère que vous avez bien noté. C'est bon? D'accord. Alors, je pense que les premières questions, c'est Madame... bon, Monsieur Ngo, on peut se tutoyer, hein? J'ai du mal à conjuguer à la deuxième personne du pluriel. Il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Alors, donc, on peut se tutoyer, s'il te plaît, avec les participants. C'est plus simple. On va aller avec les prénoms. Si ça ne dérange pas les participants, quelqu'un me répond déjà parce qu'il ne faut pas déranger le protocole déjà. Il faut qu'on me réponde d'abord. Si au moins 2 personnes répondent dans le chat, est-ce qu'on peut se tutoyer? On va aller. Comme ça, on peut avancer. Oui, bien sûr. OK, super. Alors, donc, Raïssa, tu disais tout à l'heure, Raïssa a posé la question de savoir, est-ce que dans le management, la notion de l'habit fait le moine intervient dans la notion dans le processus de persuasion, Alors, comme on l'a signifié tout à l'heure, c'est une question très pertinente et il faut la prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'on est tout le temps confronté en tant que manager d'abord même avec des aventures malheureuses vis-à-vis des personnes même qui développent ce style d'approche. Ces personnes développent ce style d'approche vis-à-vis de nous quand ces personnes-là viennent nous voir avec des projets et tout ça, ou la signature de contrat et tout. Ils vous mettent plein la vue et par derrière, c'est comme si c'était la poudre aux yeux. Ça, de façon ou d'une autre, on est confronté à ces questions-là. On dit que la société se développe avec ce genre de cas. Maintenant, parlons de nous. Est-ce que l'habit fait le moine dans l'approche de la persuasion? Sa réponse se trouve dans cet énoncé que j'ai développé tout à l'heure pour dire c'est le contenant qui attire, mais c'est le contenu qui retient. Quoi que vous ayez développé un emballage, le thème est un peu péjoratif, il faut que vous preniez ça sur le thème de l'aspect péjoratif. Vous développez un emballage assez intéressant de votre projet, de votre produit, de votre idée. C'est-à-dire que tout ce que vous développez comme architecture autour de ce que vous présentez, ce n'est que pour capter l'attention des gens, pour vous écouter. C'est pour dire, écoutez, monsieur, est-ce que vous avez une minute pour m'écouter? Pour qu'il vous écoute, il faut qu'il soit impressionné par quelque chose. Soit par le débit de ce que vous annoncez, soit par la présentation visuelle du produit que vous avez, ou soit par votre style. Donc, c'est ce qui attire tout de suite.
Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il reste? Ce qu'il attire, c'est ce qu'il voit. C'est ce qui résonne. C'est ce qui résonne tout de suite à l'oreille ou ce qu'il voit. Ce qui le garde, là, c'est le contenu. C'est-à-dire, je suis resté, je me suis assis pour vous écouter, je vous ai donné un rendez-vous parce que votre mail est beau. Vous signez très bien. En dessous de votre mail, localisation, la zone même dans laquelle se trouve votre entreprise, c'est une zone crédible. Vous m'envoyez le mail à travers une adresse professionnelle et tout ça, c'est intéressant. Ça, c'est l'architecture attractive de ce que vous présentez. Donc, c'est l'habit du moine. Mais qui est le moine lui-même? Est-ce que le moine est un saint? Est-ce que le moine marche selon les pratiques du moine? Est-ce que le moine respecte les codes? Est-ce que le moine ne touche pas ce à quoi on ne doit pas toucher? Est-ce que c'est un vrai moine? Parce qu'on a l'information sur ce moine-là qui est dans le monastère. On sait comment ils sont. Il a porté l'habit du moine, mais est-ce qu'il agit comme un moine? Donc, ça, c'est le contenu. Donc, dans la persuasion, vous avez persuadé la personne avec votre toge et tout ça. Vous êtes arrivé, tout est bien. Ça, c'est l'image que je mets dans votre esprit. Donc, quand on dit la Bible, est-ce que la Bible ne fait pas le moine? C'est ça. Parce que je peux mettre la soutane et ne pas me comporter comme celui qui est à même de porter la soutane. Donc, dans tout ce que nous présentons, nous avons l'emballage qui attire. Sachez que vous devez travailler sur votre emballage. C'est clair. Travaillez sur votre emballage. Et par la suite, ce qui retient la personne, c'est la qualité du produit que vous présentez. Il reste. Il est attiré, mais il reste. Donc, l'habit ne fait pas le moine à toute sa place. C'est-à-dire que vous devez arrimer l'apparence de ce que vous présentez au contenu. Attendez, je fais une note technique. Je présente très bien la structure. Je mets le logo de l'agence Côte d'Ivoire PME. Je mets le logo de l'entreprise de Raissa, le logo de l'entreprise de Jaurès, d'Atsé, de Silla, d'Adams. Je mets tous ces logos-là sur mon activité. J'ai un événement organisé, salon international des bons discours, salon international de la qualité, ainsi de suite. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je développe ce grand salon-là et il y a ces grands logos-là des entreprises, des managers que je viens citer. Et on arrive, les panélistes ne sont pas au point, les stands sont mal montés, le plan de masse, on ne se retrouve même pas. J'arrive, j'ai reçu un plan de masse où j'ai un 18 mètres carrés et je suis à l'entrée, mais on me retrouve à l'autre bout, il n'y a pas de panneau de signalisation. J'ai été attiré, mais je ne peux pas rester. Donc, ça a toute sa place, mais il faut l'arrimer. C'est-à-dire, l'habit ne fait pas le moine, il faut arrimer l'habit, n'est-ce pas, au moine lui-même. C'est-à-dire que si vous élevez votre niveau d'exigence, vous élevez votre niveau d'emballage, alors là, il faut aussi relever votre niveau du contenu. C'est cela. Les deux doivent monter ensemble. Très important. Monsieur Atsé, quel management pour un entrepreneur en début d'activité? Je vais aller de manière très concrète. En début d'activité, il y a deux choses. Je suis de ceux qui disent que, et ça, j'ai une plateforme sur les réseaux sociaux et de Coach, là où je fais mes interventions sur l'entrepreneuriat, parce que je développe une plateforme d'entrepreneurship. Moi, je suis contre le fait qu'on dise à quelqu'un, partir de rien pour devenir quelqu'un. En tout cas, ça n'engage que moi. Je suis un ancien journaliste économique, donc j'assume ce que j'ai dit. Alors, on dit, il y a beaucoup de discours qu'on fait dans la démarche entrepreneuriale. Et il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre. Quand on commence une activité, moi je prends mon propre cas. Quand vous commencez une activité, vous êtes censé connaître tout le secteur d'activité que vous développez. C'est-à-dire que vous êtes à la fois le manager, vous êtes au départ, vous êtes à la fois le comptable, quoique après, vous gérez plus ou moins tout cela. Après, vous allez avoir une comptabilité, c'est vous cherchez à avoir des notions. Vous maîtrisez presque tout d'abord. Vous avez une notion de tout. Donc, quand on commence son business, on n'est pas délégatif tout de suite. Non, on n'est pas délégatif tout de suite. Parce que peut-être que vous avez commencé votre activité avec ce qu'on appelle le love money, c'est-à-dire l'argent des amis, des parents qui ont cru en votre activité. Aucune banque ne vous a accompagné parce que ce ne sera pas d'abord au départ. Vous avez commencé avec l'appui des uns des autres, vous participez à ces types de formations, vous développez, vous grandissez avec un petit marché, vous mettez le bénéfice de côté, vous faites un DAT, ainsi de suite.
Mais quand vous commencez ainsi, vous mesurez les niveaux des risques. Vous ne pouvez pas être délégatif. Vous devez être persuasif. Parce que si moi, Edem, je dois être votre collaborateur, il faut que vous m'assurez que la vente des glaces alimentaires que nous sommes en train de développer avec notre petite machine qui nous produit des bacs de 20 kilos de glace, deux bacs de 20 kilos de glace chaque heure, et que nous allons les vendre aux pêcheurs de Gonzague parce que notre entreprise est à Koumansi. Nous allons payer le carburant pour gérer tout ce que nous sommes en train de faire. Nous allons mettre en place un système comment on appelle ça, un groupe électrogène au cas où le courant est coupé et tout. On connaît le délestage. Quand je mesure toutes ces charges-là, je ne peux pas déléguer tout de suite ce que je veux faire. Quoique je ne sois pas à même de tout faire, mais je dois avoir un management persuasif. Je dois rassurer Edem et lui dire, écoute, l'argent que j'investis ici, là, c'est l'argent des uns et des autres. Ça, c'est un. De deux, rassure-toi, notre activité va marcher. Voilà comment ça fonctionne. Si demain tu pars et que le temps d'attendre, les glaçons, les pêcheurs ne viennent pas parce qu'ils sont encore en mer, voilà comment tu vas vendre. Rentre dans le marché de Gonzague-Ville. Approche déjà les dames. Approche les maquis qui sont de part et d'autre. Parce que celui qui vient avec vous n'a pas la même âme que vous-même en tant que porteur. Une idée a une puissance. Et celui qui la gère, une idée a une âme. Celui qui a l'âme de l'idée, celui qui a l'âme de l'entreprise, c'est vous, ce n'est pas une autre personne. Les autres, vous leur partagez l'émotion de l'idée. C'est comme l'âme est le centre de nos émotions. Vous leur partagez ce que vous ressentez, mais non pas l'âme du projet. Il ne peut pas être engagé comme vous, mais il va être engagé comme vous dans les succès, dans les combats que vous menez, dans les petits succès que vous commencez à gagner. Ça rassure. Quand vous développez une activité, il n'y a pas de marché, les gens commencent à être découragés. Mais s'il y a une opportunité, parlez aux uns aux autres. Ah, déjà, il y a l'agence Côte d'Ivoire PME qui m'a appelé pour un appel d'offres là. C'est qui c'était un appel d'offres restreint, c'est déjà les uns et les autres sont rassurés. Et puis, on les rassure. Vous voyez déjà, on s'intéresse à nous parce qu'on nous connaît, on nous appelle. C'est comme ça qu'il faut partager son feeling aux uns aux autres. Donc, quand vous commencez, vous devez avoir un management persuasif. Quand les gens sont rassurés, les gens maîtrisent votre vision, vous commencez à déléguer. Pendant que vous êtes persuasif, vous déléguez un peu une portion, mais pas totalement parce qu'ils ne maîtrisent pas encore. Donc, vous déléguez par niveau de compétences et de connaissances d'un collaborateur qui arrive à maîtriser. Donc, vous devez jouer, vous devez déjà commencer par le management persuasif et monter en puissance pour arriver au management délégatif. Quoi qu'il en soit, vous devez déléguer. Il faut forcément faire confiance aux uns aux autres. Quelle erreur à éviter pour être persuasif? Alors, les erreurs qu'il faut éviter, je pense que ça rime déjà à ce que je viens de signifier. Déjà, il ne faut pas perdre la confiance en soi. Là, il ne faut pas perdre la confiance en soi. Il faut être sûr. Même Nelson Mandela dit que je ne connais pas l'échec. J'ai appris une nouvelle façon de mieux faire. Une autre façon de mieux faire. L'entrepreneur ne met pas dans sa tête, j'ai échoué, ça n'a pas marché. Les grandes choses commencent par des petits pas. Ça n'a pas marché. Non. Évitez de vous auto-censurer. Faire l'inventeur de soi-même, ce n'est pas s'auto-censurer. Donc, il faut éviter de perdre la confiance en vous. Il arrive des fois où on a des périodes sombres en tant qu'entrepreneur. Vous êtes là, vous avez l'impression que c'est le sort. C'est aucun sort. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est le processus normal d'un déploiement. C'est comme ça que ça se passe. Parce que si vous devez aller plus loin, forcément, vous allez vivre des situations très difficiles. Donc, il faut éviter de perdre la confiance en soi. Ça, c'est un élément très important. Travaillez sur votre confiance en soi. Ce que vous regardez vous influence. Ce que vous regardez vous influence. Ce que vous entendez vous influence. Votre environnement vous influence. Vous rencontrez des gens qui vous partagent leurs forces d'avancer. Vous discutez avec des collègues, vous rentrez dans des environnements, vous participez à des programmes, vous participez à telle ou telle activité. Ça vous shake en fait, ça vous bouge, ça vous donne du tonus d'avancer. Chaque fois, il faut garder la confiance en soi. Il faut éviter de perdre la confiance en soi. Ça, c'est la base. Je ne peux pas égrener tout un chapelet, éviter de perdre la confiance en soi. Quand vous perdez votre confiance en soi, je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes une marque. Vous êtes vous-même d'abord une marque. Si vous n'êtes pas sûr de vous, personne ne sera sûr. Donc, il faut éviter de perdre la confiance en soi, de perdre le feeling de son activité, de ses objectifs.
et puis de ne pas suivre son tableau de bord. Ça, ce sont des éléments qu'il faut, des erreurs à éviter. Puis, il ne faut pas aussi avoir une trop haute idée de soi-même. Voilà, c'est-à-dire, trop d'assurance tue l'assurance. Il faut garder la mesure et je pense que ce sont des choses qui vont pouvoir se faire. Par la suite, on pourra discuter sur d'autres éléments, comme je dois passer aussi à autre chose. Mais ne perdez pas votre confiance. Perdez pas votre confiance. Ne laissez pas quelqu'un vous dire que vous n'allez pas y arriver. Ce n'est pas possible. Vous allez pouvoir y arriver. Vous êtes le boulanger de votre propre pain, vous pouvez avancer. C'est clair. Vous avez vos objectifs, vous vivez pour vos objectifs, vous vous définissez par vos objectifs. Si les objectifs ne sont pas là, vous n'êtes plus vous-même. Alors, si là, Ouma, mon ami Ouma, il dit, quelles peuvent être les causes de la déception du manager délégatif? Alors, ça, il y a une symbiose. Alors, le manager délégatif, peut-être parce que dans le délégatif, c'est délégué. Manager délégatif, c'est celui qui vraiment est là, mais ça ne veut pas dire qu'il fait le grand Manitou, il ne fait rien. Non. Le manager délégatif, il délègue. Je dois faire ci, fais-le. Bon, toi, je te responsabilise. C'est le management de la responsabilité, en fait. Les causes de déception de ce management délégatif se fondent sur le non-partage entier de la vision du manager, la mauvaise perception des objectifs, la mauvaise perception des objectifs assignés aux collaborateurs, la charte, la non-maîtrise de la charte de leur intervention, la non-maîtrise de la charte de leur intervention. Quelqu'un me disait, un politicien qui est un entrepreneur également, qui me disait, Eden, je préfère l'incompétent au négligent. Parce que celui qui est incompétent, on peut lui apporter un savoir. Mais le négligent, même s'il a le savoir, il peut faire couler l'entreprise à cause d'un détail qui pour lui n'est pas important. Et moi je dis, comme on le dit, le diable se trouve dans les détails. Le management délégatif, c'est un management qui surveille, c'est le management de la surveillance. C'est vrai que ce management, c'est le management de la responsabilité, mais ça revient au manager de surveiller la délégation de ses pouvoirs. Je me permets de le dire, la délégation de ses pouvoirs comme du lait sur le feu. C'est le management de la surveillance également. C'est le management qui dit que, écoutez, en fin de journée, je veux le point. Je veux le point. Chaque jour, je veux le point. Ça va paraître un peu harcelant pour les uns et les autres, mais il faut qu'ils s'accoutument parce que c'est du business. C'est du business. Vous vous identifiez par rapport à votre business. Au-delà de tout, c'est votre affirmation morale, c'est votre déploiement social. Vous jouez votre va-tout. Donc, vous ne devez pas jouer avec. Donc, dans le management délégatif, tout part du manager lui-même. C'est cause de ce qu'il ne perçoit pas bien. Les déceptions à ce niveau, c'est que celui qui reçoit l'information est soit négligent, la cause est fondée sur la négligence, ou que le manager lui-même n'est pas livré la totalité de sa vision à celui à qui il a délégué son pouvoir. Il n'a pas segmenté la charte de son intervention. Il n'a pas bien segmenté la charte de son intervention. Je fais souvent des brainstorming avec les collaborateurs. Très souvent, même dans les entreprises où j'interviens, je dis, écoutez, cher manager, rappelez toujours aux uns et aux autres ce qu'ils doivent faire. Rappelez-leur ça. Posez-leur la question, quelles sont tes missions? Réalisez toujours les fiches de poste. Si vous avez des groupes, renvoyez les fiches de poste aux uns et aux autres. C'est très, très, très important. Ne vous dites pas, bon, c'est un ancien, il a déjà 5 ans ici, il maîtrise. Non, c'est très important. Quand vous ramenez les gens aux ABC de leur activité, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas Dieu sur terre. Quand vous les ramenez aux ABC de leur activité, au B.A.B.A. de leurs objectifs, ils se rendent compte que, attendez, donc je suis surveillé, je suis suivi. Il faut que je m'atteigne à atteindre mes résultats. Donc, dans ce management délégatif, c'est un critique. C'est la non-délimitation véritable de la charte d'intervention de votre collaborateur. La négligence, certainement, de celui qui reçoit son incompétence, plus ou moins, et la non-surveillance des objectifs assignés aux uns aux autres. Donc, c'est un melting pot entre celui qui reçoit le receiver et le sender. Très important.
Monsieur Mbra, la matrice d'action a-t-elle sa place? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Un tableau de bord, c'est comme quelqu'un qui gère une usine ou qui gère des stocks et ainsi de suite. Si vous voulez savoir que vous devez jouer sur tel ou tel produit dans l'inventaire de votre stock et tout ça, dans tout ce que vous êtes en train de faire, vous devez regarder, vous devez vous assurer que ce produit est sort plus que celui-là. Il faut mieux le positionner, il faut mieux organiser les choses. Quand vous avez votre entreprise, vous êtes posé par exemple sur 5 piliers importants. Vous êtes posé sur 5 piliers importants. Vous vous rendez compte que c'est 3 piliers qui font entrer de l'argent. Et les 2 autres piliers, pourtant vous payez des gens pour ça. Vous payez des gens pour ça. Donc, votre tableau de bord vous montre que, écoutez, ici, là, il y a une baisse des régimes. Donc, dans la matrice d'action, elle est importante. Et cela m'amène à aller dans ce point où je vous disais que le management persuasif doit amener le manager à changer ses méthodes jusqu'à atteindre ses résultats. Est-ce que vous comprenez? Un plan d'action n'est pas une Bible, la Torah, le Coran ou un autre livre saint. Non, non, non. Un plan d'action est dynamique. Quoique, chaque élément des livres saints ont différentes interventions en fonction de celui qui véhicule, en fonction de celui qui véhicule le message. On parle souvent dans les livres saints du logos et du rhéma, parole parlée et parole révélée. Donc, la parole parlée, c'est le plan d'action, et la parole révélée, c'est ce que vous ressentez, c'est vos ajustements que vous développez au fil du déploiement de votre activité. Et oui, le plan d'action a sa place dans le management, mais ce plan d'action peut être dynamique. Il peut se réajuster après les réunions de cadrage. Monsieur Adams, il demande un cas concret de persuasion de courtier en assurance qui présente ses services au PME. Alors, un cas concret de persuasion. Alors, là, c'est un argumentaire. C'est un argumentaire qu'il faut, il faut que vous lui mettez mon contact si possible. C'est un argumentaire qu'il faut développer pour, comme on le fait, hein, des techniques de force de vente, comme on enseigne dans les entreprises et tout ça. Donc, vous montrez la place de vos différents produits auprès des PME. Déjà, il faut leur montrer, avant de montrer la place de votre produit, il faut leur montrer ce qui pèse à ne pas souscrire à vos produits d'assurance. Le risque qu'il couvre, le risque, quand vous faites votre schéma d'argumentaire, que ce soit le mailing, quand vous souscrivez à nos produits, je ne connais pas le nom de son entreprise, c'est quoi déjà? Bon, on va dire Adams SARL, c'est Adams SARL. Quand votre collaboratrice prend le téléphone et qu'elle appelle, je suis Miss Afoué ou Miss Corinne, Miss Ouattara de la structure Adams SARL. Donc, elle a la milieu de la commission de la structure SARL. Nous vous présentons des produits moins de gamme, haut de gamme. Vous n'êtes pas sans ignorer que la non-prise d'assurance pour une entreprise comme la vôtre peut vous exposer à des risques aux conséquences incalculables. C'est pourquoi nous, à notre niveau, nous avons développé un produit d'assistance, d'accompagnement, de prévision, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire que dans votre feeling, vous êtes en train de présenter déjà le risque et par la suite, nous serions honorés d'un rendez-vous pour vous donner plus d'ample information sur ce produit qui est déjà utilisé par XY entreprise et nous avons identifié votre structure. Nous savons que vous attachez des valeurs à la protection de vos employés parce qu'ils gagnent à souscrire à votre produit, ainsi de suite. Ce sont des argumentaires qu'on peut développer de façon concrète qui partent dans l'architecture de l'argumentation. On pose le problème, on présente la valeur ajoutée de notre produit, ce qu'il pèse à ne pas souscrire, ce qu'il gagne à souscrire et les personnes qui ont déjà souscrit à nos produits. Ça, ce sont des choses qui peuvent se faire. Voilà. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Voilà. C'est un sujet très vaste et on s'est fait fort de les condenser en espérant que on ait pu apporter de l'eau à votre moulin et je sens par parce que vous me renvoyez comme énergie vraiment de la conviction et de la haine et puis
vraiment du développement de soi. Donc, je reste convaincu que nous allons pouvoir atteindre ensemble nos objectifs. J'ai affaire à des managers persuasifs aux questions très pertinentes, questions très pertinentes. Et je tiens véritablement à vous féliciter. Vraiment bravo. Merci, M. Ngoran. Merci. D'accord. Merci beaucoup, M. Edem Kouadio. Merci. Les participants, ils sont prêts à demander votre contact téléphonique. Donc, si vous me donnez la permission, je vais balancer dans le chat, s'il n'y a pas de problème, de 0759, celui que j'ai. Donc, M. Kouadio, c'est à vous que je m'adresse. Si oui, vous voulez bien, voilà. C'est bon? Je peux le donner? Celui-là, ou bien vous voulez donner notre numéro? Vous ne voulez même pas que je vous repose. Non, donnez ce que vous avez. Je décroche. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, chers participants, je mets dans le chat le numéro de notre formateur, M. Edem Kouadio. Mais ce que je voulais préciser également, c'est que M. Edem Kouadio revient encore avec un autre thème qui certainement se déroule. Sur la page EDK Coach aussi. Je n'ai pas entendu. Il peut aussi s'abonner sur la page EDK Coach. Il peut aussi. En dehors du numéro. Ok, mais vous pouvez mettre ça. Vous pouvez mettre la page. Vous pouvez mettre la page. Je vous envoie la page. Quelqu'un demande si ce numéro est WhatsApp. Oui, il est WhatsApp. Il est WhatsApp. Il est WhatsApp. Il est WhatsApp. 0759. Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que. Oui, j'ai déjà envoyé le nom. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que M. Edem Kouadio revient encore certainement la semaine prochaine avec une autre thématique qui est travail par objectif et motivation, ce que d'une entreprise réussit. Donc, cette thématique sera animée également par M. Edem Kouadio, notre formateur qui est coach, et d'autres formations suivront. La semaine prochaine, c'est tellement que nous aurons deux formations, ça devient une thématique, et puis on aura une deuxième formation pour le programme la semaine. Mais avant la fin de cette semaine, on vous enverra le programme et les invitations également vous seront partagées afin de permettre que vous fassiez rapidement votre inscription pour pouvoir suivre ce genre de formation de qualité. Merci, M. Kouadio. Merci également à... Il est 12 heures. Merci également à aujourd'hui. Donc, on m'a dit, on prend rendez-vous pour la semaine prochaine. On vous enverra les invitations, on vous enverra les thématiques et puis vous vous enregistrez pour qu'on puisse faire la formation. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous faisons dans le cadre du projet ce que nous devons pour accompagner les PME de Côte d'Ivoire à améliorer leurs pratiques, donc à créer de la richesse et de la valeur. Et cela passe forcément et nécessairement aussi par le renforcement des capacités techniques et managériales des dirigeants que vous êtes. Donc, je vous félicite d'abord et puis vous exhorte à vraiment prendre un peu de votre temps chaque semaine pour pouvoir suivre ces formations qui sont dispensées à des hommes de qualité hein, comme M. Kouadio. Voilà, parce que là, dans le chat, j'ai vu beaucoup de félicitations à son endroit, beaucoup de remerciements voilà, pour la qualité de sa prestation. Et donc, merci à vous également. M. Kouadio. Oui. Je suis là. Vraiment, merci encore. Et puis, je pense que vous avez voulu mettre la page, non? Dans le chat. Oui, oui, je vais vous envoyer la page là. D'accord, d'accord. Je pourrais partager en même temps, ou bien la partager en même temps que le support de formation. Donc, il n'y a pas de problème. Oui. Alors, donc, on se parle en off tout à l'heure pour une prochaine fois. Merci, bon appétit et puis à la semaine prochaine. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.